Bonjour, chers internautes, de vous revoir encore dans le cadre toujours de votre émission Info Plus qui voit toujours autrement la RDC. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir un homme d'État, s'il faut dire ça comme ça. C'est Docteur Noël Tchani Mwandia Vita. Docteur, je vais bien prononcer. Vous avez très bien prononcé, madame. Voilà. Il fut candidat aux élections présidentielles de 2018 et il est le président du regroupement La Force du Changement. C'est avec lui que nous allons discuter sur quelques points qui sont à la une de l'actualité de notre pays. Bonjour, docteur Tchani, Noël Tchani Mwandia Vita. Bonjour et merci de me recevoir sur votre plateau. Merci. Sans plus tarder, nous commençons vraiment avec la situation du pays. Quand je parle de la situation du pays, je vois le gouvernement. Commençons par là. Il y a le blocage qui persiste sur la formation du gouvernement actuel. Et pendant ces temps-ci, il y a le tiraillement entre FCC et le CACH. Il y a FCC maintenant qui accuse la CACH d'avoir bloqué, ou c'est cette plateforme-là qui tarde la mise en place du gouvernement. Quelle lecture faites-vous là-dessus? Oui, je constate aussi, comme tous les Congolais, avec regret d'ailleurs, que depuis l'investiture du président Félix-Antoine Tshisekedi le 24 janvier 2019, ça fait pratiquement 6 mois maintenant que nous n'avons pas de gouvernement. Et moi, je considère que cette situation est très grave. Pourquoi? Parce que notre pays a beaucoup de défis de développement à relever. Nous avons littéralement la population qui est clochardisée. 85% de la population active congolaise n'a pas de travail. Tout le monde se trouve au chômage ici. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité pour 90% de la population de la RDC. Il n'y a pas de services de télécommunication pour 90% de la population de la RDC. Il y a des enfants qui meurent de malnutrition. Nous n'avons pas de route pour relier toutes les provinces. Notre économie est désarticulée. Notre monnaie nationale ne vaut absolument rien au point où nous sommes aujourd'hui envahis par des monnaies étrangères telles que le dollar, l'euro et toutes les monnaies des pays voisins. Bref, ce pays a de gros défis de développement et on devait s'attendre à ce que les autorités publiques soient pressées pour que nous puissions nous mettre au travail et régler ces défis de développement. Je constate que ce n'est pas le cas. Le président de la République est dans une situation délicate parce qu'il est dans un partenariat, on dit un deal, je ne connais pas le contenu de ce deal-là, avec ses copains donc, du FCC dirigé par l'ancien président Joseph Kabila. Mais quand on analyse les choses de très près, je crois que le Front commun pour le Congo de Joseph Kabila est la source de nos malheurs. Ce regroupement politique nous cause des problèmes à la population congolaise. Je vais m'expliquer. Vous avez vu la présidence du Sénat. La présidence du Sénat, on doit mettre en place un bureau définitif. On doit élire un président, un vice-président. Qui sont les individus qui sont proposés par l'ancien président? Monsieur Alexis Tambwe Mamba proposé à la présidence et monsieur Évariste Bouchab proposé à la vice-présidence. Mais ces deux individus-là, ces deux compatriotes, sont frappés par les sanctions internationales. Donc, en envoyant ces deux personnes au Sénat pour la présidence et la vice-présidence, en réalité, le président Joseph Kabila se fout de tout le monde. Il se moque de la communauté internationale. Il veut créer un affront. Pour vous, c'est comme une provocation à la population. C'est une provocation et ce qu'il fait n'est pas dans l'intérêt du peuple congolais. À supposer, par exemple, qu'on prenne ces deux-là pour diriger notre Sénat. En d'autres termes, ils ne peuvent même pas voyager dans des pays étrangers. Comment ils vont représenter valablement la RDC ou négocier des accords internationaux si ils ne peuvent pas voyager donc vers ces pays-là? Donc, moi, je trouve que M. Kabila est en train de jouer avec du feu. Il est en train donc de nous donner d'ailleurs un message, un signal très fort que pour les membres du gouvernement, il va envoyer donc des individus donc de la même catégorie, c'est-à-dire des gens qui sont vomis par la population, qui sont vomis par la communauté internationale et qui ne peuvent pas ajouter de la valeur
au peuple congolais. Je voudrais demander encore une fois de plus au président Félix Antoine Tshisekedi d'user de ses pouvoirs constitutionnels. C'est lui qui a été élu président de la République démocratique du Congo. Parce qu'il a été élu président de la République démocratique du Congo, c'est lui qui aura à rendre compte au peuple congolais. Le fait que le gouvernement traîne à sortir, ça veut dire qu'on ne s'est pas encore mis au travail normalement. Alors, je voudrais lui demander de faire le plus rapidement possible. S'il faut ignorer le FCC, qu'il le fasse, mais qu'il nous donne un gouvernement qui sera acceptable au peuple congolais et à la communauté internationale aussi, et en même temps, ce gouvernement va se mettre au travail. Monsieur Noël Tchani, en évoquant tout ce que vous venez de dire, le pays a un problème. Alors, vous êtes un fils digne du pays. Alors, si je vous pose la question, quelle peut être la voie des sorties ou qu'est-ce que le président Félix Tshisekedi doit faire pour faire sortir le pays dans ses gouffres? Est-ce que s'il faut attendre une année, vraiment, quelle peut être la piste de solution comme voie des sorties? Il y a deux pistes de solution que je vois. La première, dans le court terme, l'autre dans le moyen terme. Dans le moyen terme, déjà, je voudrais conseiller au président de la République d'envisager de dissoudre l'Assemblée nationale et le Sénat. Là, c'est dans une année. Non, ce n'est plus dans une année, c'est donc dans 6 mois. Parce que le règlement ou la loi électorale donc, dit qu'il a ce pouvoir-là dans 12 mois après l'investiture. Donc, 12 mois après l'investiture, il ne reste plus que 6 mois. Donc, on n'a plus beaucoup de temps à attendre pour vivre avec ces gens-là. Ça, c'est... et il faut vraiment qu'il le fasse. Pourquoi? Parce que notre Sénat est accusé de corruption. Les gens qui sont dans l'Assemblée nationale, bon, on a suivi ce qui s'est passé au niveau de la Cour constitutionnelle. Il y a des invalidations, des validations. Donc, il y a beaucoup de doutes sur qui a été envoyé à l'Assemblée nationale. Moi, je pense qu'il faut remettre les compteurs à zéro en dissolvant l'Assemblée nationale, en dissolvant le Sénat dans 6 mois pour qu'on puisse réorganiser les élections. Déjà, je vous dis que le peuple congolais a été dupé par la majorité au pouvoir, par le Front commun pour le Congo, parce que beaucoup de nos compatriotes ont voté pour des individus sans savoir que ces individus-là faisaient partie du Front commun, étaient associés avec l'ancien président Joseph Kabila. Donc, en dissolvant ces deux chambres du Parlement, en réorganisant les élections des députés, nous allons voir maintenant, le peuple congolais sera informé exactement sur qui est qui. Et ceux qui sont affiliés avec Kabila, on va les mettre à la porte. Alors, ça, c'était dans le moyen terme. Maintenant, dans le court terme. Dans le court terme, moi, je voudrais dire que le président de la République doit user de ses pouvoirs constitutionnels. C'est lui qui nomme et qui révoque le Premier ministre et tous les membres du gouvernement. Et je voudrais donc lui suggérer de pouvoir annoncer la composition d'un gouvernement avec des gens crédibles. Que ces gens-là viennent du FCC ou pas, peu importe, parce que de toutes les façons, nous, en tant que peuple congolais, nous ne sommes pas concernés par les accords entre le CAC et le FCC. Nous sommes concernés par la Constitution. Alors qu'il utilise la Constitution pour nommer le gouvernement, et une fois qu'il a nommé les membres du gouvernement, si cela n'est pas acceptable au FCC, maintenant, qu'on mette les gens dans les rues. Si on met des gens dans les rues, on va chasser de ce pays-là les gens du FCC, et nous allons même descendre à Kingakati pour sortir de là le monsieur qui se trouve donc à Kingakati, qui est en train de tirer les ficelles pour paralyser donc tout le pays. Donc voilà ce que je peux proposer et que nous devons faire en tant que pays. Nous devons assumer nos responsabilités. On a vu les Égyptiens, on a vu donc d'autres peuples dans d'autres pays africains qui se sont levés. Et ici, nous avons un groupe de personnes qui ont géré ce Congo pendant 22 ans, qui nous ont pris en otage, qui ont causé des morts parmi les compatriotes, qui ont commis des crimes contre l'humanité. Les massacres donc dans le Grand Kassai, les fausses communes de Maluku, qui ont tué mon ami Floribert Chebeya. Donc, avec ces gens-là, on ne peut pas continuer à vivre avec eux comme si rien n'était. Il va falloir que le peuple congolais prenne ses responsabilités, et j'invite le président de la République à être le leader de ce mouvement-là. Mais s'il ne le fait pas, je vais vous appeler bientôt donc à descendre dans la rue. S'il vous plaît, soyez préparés à venir avec moi. Monsieur Noël, la deuxième proposition est très rigoureuse. Vous savez, avec le président de la République, il ne veut pas... sa manière de diriger, ce n'est pas de descendre à la rue, pas le bain des sangs. Alors, vous ne trouvez pas que ces conseillers un peu très durs?
Ben, vous savez, j'admire la tolérance du président de la République et je salue le fait qu'il soit très accommodant. Mais peut-être qu'il est trop gentil avec ces gens du FCC. Et il ne parle pas ce langage de la gentillesse, là. Eux, ils ne voient que leurs propres intérêts. Or, le président est là pour défendre l'intérêt général, l'intérêt du peuple congolais. Il va falloir qu'on trouve un moyen de pouvoir sortir de cela. C'est pour cela que moi, qui suis pacifiste, qui suis légaliste, j'en viens maintenant à même recommander des méthodes qui ne sont pas conventionnelles. Parce que face à Joseph Kabila et à ses sbires donc du Front commun pour le Congo, je ne vois pas d'autres alternatives. La preuve, c'est qu'il vient de désigner Tambwe Mwamba à la présidence du Sénat. Mais Tambwe Mwamba, c'est l'homme qui avait ordonné qu'on puisse tirer sur un avion plein de civils. Il y a eu près de 300 morts parmi nos compatriotes. Et ce monsieur-là, on le prend, on le met deuxième personnalité de la République. C'est que ça veut dire, c'est un grand danger. C'est que ça veut dire quelqu'un qui avait ordonné. Ben, je ne sais pas ce qu'ils sont en train de planifier. Que Dieu m'entende. Si quelque chose s'est passé à notre président de la République, à Félix Antoine Tshisekedi, ça veut dire que c'est Tambwe Mwamba qui deviendrait président de la République immédiatement après ça. Mais moi, si j'étais le président, je ne dormirais pas tranquille avec quelqu'un comme ça, qui serait le successeur constitutionnel. Ils sont capables de tout, ils sont habitués aux crimes et ils vont continuer à commettre ces crimes-là. Et je voudrais demander au peuple congolais de ne pas accepter cela. Là, c'est le propos de Dr Noël Tchani. Passons à la CENI, essayons un peu de parler de cette institution. Le bureau de la CENI tend déjà à la fin de son mandat. Essayez un peu d'analyser quelle lecture faites-vous concernant ces bureaux-là qui a travaillé au moins pendant, je pense, 7 ans. Oui, bon, ils ont fait leur temps. Chaque chose a son temps. Il y a un début et une fin. Et aujourd'hui, le mandat de la CENI, du bureau de la CENI est arrivé donc à la fin. Il est normal que nous puissions envisager le renouvellement de ce mandat. Le renouvellement, pas des personnes qui sont là. Le renouvellement dans le sens de recommencer à zéro, d'envoyer des nouvelles personnes dans ce bureau-là. Monsieur Nanga, monsieur Bazengi, qui a déjà démissionné, et tous leurs copains, je voudrais qu'ils puissent donc plier bagage, partir, qu'on puisse les remplacer pour que nous puissions avoir un nouveau bureau de la CENI qui pourra travailler maintenant d'après les règles de l'art pour éviter donc les hésitations et les manœuvres qui ont entaché le processus électoral que nous avons connu donc jusqu'à présent. La CENI, il n'y a pas que elle qu'il faut renouveler. Il y a aussi la Cour constitutionnelle qui a travaillé avec la CENI pour confirmer les résultats des gens qui ont été proclamés par la CENI. Et on a vu comment ils sont arrivés avec des validations, des invalidations et des invalidations encore et des validations. Donc, il y a vraiment manque de crédibilité de ces deux institutions-là. Alors, parce qu'il y a manque de crédibilité pour notre pays, pour l'avenir de la République démocratique du Congo, il est important qu'on renouvelle les bureaux de la CENI et les juges de la Cour constitutionnelle. Moi, je demande que tous les juges qui étaient impliqués dans les scandales que nous avons connus au niveau de la Cour constitutionnelle soit remplacé purement et simplement. Peut-être pas simplement quelques juges, peut-être qu'il faut renouveler tous les juges de la Cour constitutionnelle parce que cette institution manque de crédibilité. Donc, je recommande le renouvellement du bureau de la CENI avec de nouvelles personnes et le plus rapidement possible, et le renouvellement aussi de tous les juges de la Cour constitutionnelle et l'amorce du processus de restructuration du système de justice dans notre pays. Je voudrais faire allusion aussi donc à la Cour de cassation. Il se passe des choses incroyables dans la Cour de cassation qui dirige M. Jérôme Kitoko, premier président de la Cour de cassation. Je vous informe que j'ai un conflit parcellaire donc, dans cette Cour-là. Mais je découvre une chose. En principe, une décision sur un dossier est prise par la majorité des votes de tous les juges siégeants. J'étais surpris d'apprendre que M. Kitoko, sur certains dossiers où il aurait des intérêts personnels, il vient et il impose ça, il décide d'autorité. Il empêche aux juges de voter pour prendre une décision dans un sens. Mais ça, c'est très clair qu'il y a un problème de corruption là-bas et de conflit d'intérêts. Je demande qu'on puisse remplacer M. Jérôme Kitoko et qu'on puisse remplacer tous les juges donc de la Cour de cassation et qu'on puisse regarder aussi la même chose au niveau de toutes les juridictions judiciaires de la République démocratique du Congo, qu'on renouvelle notre appareil judiciaire avec de nouvelles personnes plus intègres, plus compétentes pour qu'on puisse rendre justice au peuple congolais. Donc, M. Noël,
Tchani. Donc, on vous entendre parler, donc il faut tout renouveler. Hein, l'appareil judiciaire et les institutions. Les institutions de la République. Mais mesdames, mes chers compatriotes, je voudrais vous dire, je voudrais vous dire une chose. Les institutions de la République, ça ne marche pas. Ça n'a pas donné de résultats. Nous sommes un pays potentiellement très riche avec des ressources minières et des ressources agricoles, touristiques et tout ce que vous voulez. Mais comment voulez-vous expliquer aujourd'hui qu'on soit classé 224e sur 226 pays? Nous sommes à la queue. Nous sommes le pays le moins développé de la planète, avec la population la plus clochardisée. Nous avons aujourd'hui 85% de la population active au chômage. C'est-à-dire que tout le pays est constitué de chômeurs. Nous n'avons pas d'infrastructure de base, nous n'avons pas d'économie. Notre monnaie ne vaut rien. Avec tout ça, vous voulez qu'on conserve donc ce qui nous a amené au résultat actuel? On ne peut pas faire du neuf avec du vieux. Et on ne peut pas continuer à faire les choses de la même façon qu'on a toujours fait jusqu'à présent et miraculeusement s'attendre à réaliser des résultats différents. C'est pour cela que j'appelle au renouvellement des institutions de la République. Et les animateurs, et les modes de fonctionnement, et les institutions, je veux qu'on puisse recommencer à zéro. Et la personne qui peut amorcer ce processus de renouvellement, c'est le président de la République. C'est le président de la République qui nomme et qui révoque. Il doit révoquer tous ces gens-là et puis nommer de nouvelles personnes plus intègres, capables de rendre justice et de faire un travail de qualité pour le peuple congolais. Alors, M. Noël Tchani, revenons à la CENI, le bureau de la CENI. Le bureau, vous avez dit, ils doivent partir, bien sûr, mais ils n'ont pas arrivé à la fin de, je veux dire, contrat entre la population ou encore le bureau de la République, c'est-à-dire le gouvernement leur avait donné quoi? Il leur avait donné l'ultimatum d'organiser les élections jusqu'aux élections municipales et locales. Mais maintenant, comment ils sont à la fin de leur mandat, ils n'ont pas organisé les élections locales et municipales et vous leur demandez de partir. Alors, comment, donc, en vous entendant parler, donc il n'y aura pas élection municipale ni locale, si peu. Pour me faire comprendre. Ce sont les mêmes personnes qui vont encore rester à la tête de nos communes. Oui, pour me faire comprendre, je vais donner un exemple banal pour que tout le monde comprenne ce que je veux dire. Vous savez, dans une école, quand on étudie, un élève arrive au niveau de la 3e période et on l'attrape en train de tricher. Vous savez ce qu'on fait de cet élève-là? En tout cas, dans mon école, le collège Saint-Georges d'Nganaji où j'avais étudié, on révoque l'élève immédiatement. On ne lui donne même pas la chance d'arriver jusqu'à la 4e période pour terminer l'année parce qu'il ne reste plus que très peu de temps. Dans le domaine des élections, c'est la même chose aussi. La CENI, ce qu'elle a fait comme travail aujourd'hui, c'est un travail déplorable. Ça manque de crédibilité. On nous a envoyé au Sénat des sénateurs qui sont corrompus ou qui ont été des corrupteurs. Et nous avons vu qu'au niveau de l'Assemblée nationale, on ne sait plus qui a été élu et qui n'a pas été élu, qui a été nommé. Donc, à cause donc de ce manque de crédibilité, il est important qu'on renouvelle le bureau de la CENI parce que si on les laisse aller jusqu'au bout, ils vont nous donner toujours des résultats qui ne sont pas crédibles. Donc, arrêtons l'hémorragie à ce stade ici. Mettons en place un nouveau bureau de la CENI plus crédible, plus compétent, plus intègre. Et ces gens-là, ils vont poursuivre la suite du processus électoral, peut-être en refaisant des choses à zéro. Et moi, je voudrais vous dire même, bon, vous savez, nous sommes un grand pays. Quand on cherche le budget, on le trouve. Donc, jusqu'à présent, d'ailleurs, je demande qu'on puisse faire l'audit des ressources qui étaient mises à la disposition de la CENI. L'argent qu'on leur avait donné pendant toutes les années antérieures ici, comment ils ont pu utiliser ça? Qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qui ne reste pas? Et au-delà maintenant de cela, nous allons trouver des ressources. Nous sommes un grand pays. S'il faut refaire les élections d'ailleurs, comme je propose qu'on puisse dissoudre l'Assemblée nationale, dissoudre le Sénat, refaire les élections, on va trouver des ressources pour ça parce que notre pays a besoin donc de retrouver cette sérénité, cette paix dans l'âme pour s'assurer que nos représentants au niveau de ces structures sont des gens qui ont vraiment été mandatés par le peuple congolais et qui vont travailler dans l'intérêt du peuple congolais. Donc, refaisons ces élections si c'est nécessaire et qu'on le fasse le plus rapidement possible, mais avec de nouvelles personnes au niveau de la CENI et au niveau des juges de la Cour constitutionnelle. Merci beaucoup. Alors, cette fois-ci, une question concernant, il y a le président de la République qui vient de participer au congrès qui a eu lieu à Niamey.
Et déjà, il a donné son point de vue pour le président de la République pour faciliter le libre-échange entre le pays de l'Afrique centrale. Pour le président de la République, lui, il préfère plus. Il s'attendait vraiment à ce qu'il puisse parler de la sécurité et la paix. Alors, comment analysez-vous les attentes où c'est que le président de la République veut la paix et la sécurité à la place des échanges entre les pays et économiquement Il faut faire très attention. Moi, je voudrais dire que dans le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC, la promotion de la paix et de la sécurité intérieure à la République démocratique du Congo, mais également dans la sous-région, constitue le programme numéro 1. C'est la priorité des priorités. Et je félicite le président d'avoir pris la dimension de ce défi-là et d'essayer de travailler pour arriver à réaliser la paix intérieure, mais également avec des pays voisins. Mais nous ne devons pas fermer les yeux quand il y a des accords qui impliquent et la paix, la sécurité, les aspects économiques et consorts. Si on ferme les yeux sur tous les autres aspects, en disant simplement qu'on signe ces accords-là pour avoir la paix, je crois qu'on risque de signer la mort économique de notre pays et surtout de compromettre même la souveraineté nationale parce qu'on n'a pas pu analyser tous les aspects. On a vu simplement un seul aspect qui concerne la paix et la sécurité. En ce qui concerne cet accord de libre-échange au niveau du continent, je crois que c'est un grand développement. Ça va créer le plus grand marché de libre-échange donc dans le monde. Ça va permettre de mettre ensemble 55 pays et nous avons une population globale combinée de tous les pays africains de 1,4 milliard de personnes. C'est un gros marché. On devient comme la Chine, en réalité, la population chinoise. Mais et nous aurons aussi donc un grand potentiel. Donc le PIB, le produit intérieur brut global combiné de tous ces pays africains, s'élève à 2500 milliards de dollars. Donc ça devient très consistant. On devient un pays important ou un continent important au même titre que les États-Unis et l'Europe et consorts. Ça sont des aspects positifs. Mais quand on va dans une intégration, il faut toujours qu'on se pose la question de savoir qu'est-ce que nous on gagne et qu'est-ce que nous on perd. Mon analyse est la suivante. Pour pouvoir prendre avantage du marché de libre-échange au niveau africain, il faut que le pays, notre pays, soit à mesure de produire localement, avec ses industries locales, de produire des produits finis que nous pouvons consommer déjà au niveau de la RDC, au niveau intérieur, mais que nous pouvons exporter aussi vers d'autres pays africains. Qu'est-ce que la RDC exporte aujourd'hui? La RDC exporte des matières premières. Nous avons le cobalt, nous avons le diamant, l'or, tantalite, le coltan, ainsi de suite là-bas. Alors, toutes ces matières premières, nous en avons 1100 minéraux, métaux précieux différents. On les exporte vers qui? On ne les exporte pas vers les pays africains. On les exporte vers les pays industrialisés qui les utilisent pour transformer ces matières premières en des produits finis tels que le coltan qu'on utilise pour faire les iPhones, les iPads, les ordinateurs et consorts. Le cuivre, on l'utilise pour faire les fibres électriques. Le cobalt, on l'utilise pour faire les batteries électriques et consorts. Et tout cela est fait en dehors de l'Afrique. Maintenant, qu'est-ce que nous exportons vers d'autres pays africains? Nous allons exporter vers d'autres pays africains. Nous n'avons pas de produits finis. On ne produit absolument rien. L'industrie congolaise se trouve aujourd'hui à l'étape 0, même pas embryonnaire, 0. Donc nous n'allons pas exporter grand-chose vers ces pays africains-là. Alors qu'eux, ils se sont préparés dans le passé, pendant très longtemps. Par exemple, je donne l'exemple du Rwanda voisin, qui a créé chez eux une usine d'assemblage de voitures. Ces voitures-là, ce n'est pas la petite population du Rwanda qui va les acheter. Ils visent à pouvoir écouler leurs marchandises sur le territoire congolais. Et c'est pour cela que le président Kagame est en train de pousser rapidement pour que tous les pays adhèrent à ça, parce que le Rwanda, c'est un petit pays qui n'a pas donc un grand marché. On veut trouver des débouchés pour leurs produits. Ils ont créé d'autres, ils ont maintenant une base de production de certains de ces produits-là qu'ils veulent déverser vers la RDC. Le Nigeria s'est préparé, le Ghana s'est préparé, l'Afrique du Sud, le Maroc, la Tunisie, la Côte d'Ivoire. Mais la RDC en tant que pays, nous n'avons rien à vendre aux autres pendant que eux,
ils ont des produits à déverser chez nous. Je voudrais qu'on prenne un peu du recul, qu'on réfléchisse 2 fois. Est-ce que c'est ça que nous voulons faire? Au-delà de cela, je voudrais aussi attirer l'attention sur l'impact budgétaire. Quand on crée la zone de libre-échange, on la ratifie et elle devient effective. On va supprimer ce qu'on appelle donc des barrières tarifaires. C'est-à-dire que les droits de douane, qui sont en moyenne donc de 6,1% de la valeur des biens importés, ces droits de douane, on va les supprimer parce que les marchandises peuvent entrer maintenant dans notre pays sans faire ces formalités-là. Mais vous savez que le budget de la RDC aujourd'hui, le gros de nos recettes fiscales proviennent de ces droits de douane aujourd'hui. Quand on supprime ça, quelle est l'alternative? Qu'est-ce qui va remplacer cela pour continuer à avoir des recettes budgétaires importantes et continuer donc à financer le développement? Donc, il y a des préoccupations légitimes que nous devons garder à l'esprit avant de pouvoir entrer avec des pieds liés et des mains liées et avec des yeux bandés dans cette histoire-là. Donc, oui à l'intégration africaine, mais peut-être faisons-le en ayant fait le homework, un travail préparatoire qui permette donc de relancer l'industrie congolaise, de produire et d'être compétitif. Au-delà de cela aussi, je voudrais vous dire quels sont les pays qui vont tirer avantage de cela. Ce sont des pays qui ont un bon environnement des affaires. Le Congo, quand on classe le Congo par rapport à d'autres pays, on trouve que l'environnement des affaires congolais est nauséabond, il est très mauvais. Des entreprises étrangères qui veulent s'installer au Congo souffrent de la corruption, manque de capacités locales, le coût très élevé d'eau, d'électricité, des services de télécommunications, de la bureaucratie administrative et consorts. Balisons d'abord le terrain pour qu'on ait un bon environnement des affaires qui pourra attirer des investissements productifs parce qu'en ce moment-là, une entreprise qui veut venir investir en Afrique, elle va regarder l'environnement des affaires au Congo et l'environnement des affaires au Rwanda. Ils ont un environnement des affaires qui est beaucoup plus performant que le nôtre. L'entreprise préférera investir au Rwanda en se disant, de toutes les façons, quand on investit au Rwanda, on produira au Rwanda, on va exporter des produits vers la RDC ou l'environnement des affaires. Nous sommes perdants dans cette histoire et c'est la situation actuelle. Je demande donc aux Congolais de faire une étude au niveau du gouvernement, une étude de l'impact de cette zone-là de libre-échange sur l'économie de la RDC et qu'on ait une discussion intérieure au niveau du Parlement, au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Sénat, au niveau de la société civile et qu'on arrive à une position commune pour dire qu'est-ce que la RDC va gagner en ratifiant et en adhérant totalement à cette zone de libre-échange donc au niveau africain. Donc voilà une analyse donc préliminaire, mais je compte pouvoir approfondir donc cette analyse-là dans les jours qui viennent. Vraiment une analyse tellement profonde et je crois que la population congolaise a quand même retenu quelque chose venant de vous. Pour clôturer, c'est déjà dans l'actualité, hein, il y a messieurs, parlons, là c'est Lamuka. Hein, comment trouvez-vous l'avenir de Lamuka? Parce qu'il y a il y a Freddy Matongolo qui vient déjà de quitter Lamuka. Bon, je ne sais pas encore, c'est pas encore officiel, mais on en parle déjà. Alors, comment trouvez-vous l'avenir de Lamuka? Cette histoire-là, je pense que si ça peut ne plus exister, la RDC serait sauvée. Comment dites-vous? J'arrive. Je crois que j'ai eu l'occasion de fréquenter certains de ces caractères-là. Et j'ai vu que avant l'élection, ils m'ont pas montré à moi que c'était des gens qui pouvaient mettre l'intérêt du peuple congolais avant leurs intérêts privés. Par exemple, en revenant des États-Unis ici, j'ai appelé à la candidature commune de l'opposition. Et je suis allé voir personnellement chacun d'eux, d'ailleurs. J'ai même fait un déplacement très important de Washington, aller à La Haye pour rencontrer Jean-Pierre Bemba en prison, pour lui faire comprendre qu'on pouvait travailler ensemble. Je suis allé à Bruxelles, j'ai rencontré M. Katumbi. Je suis venu ici, j'ai vu les Martin Fayou, les F. Bezaïba, tous ces gens-là. Mais à la fin de la journée, j'ai trouvé que le message qu'on se réunisse, qu'on se mette ensemble pour choisir le meilleur candidat qui peut diriger la RDC au profit de tous, j'ai trouvé que c'était des intérêts privés qui primaient sur l'intérêt général. Et ils ont même réussi à scinder l'opposition, aller se réfugier à Genève aux frais de firmes multinationales pour aller comploter contre la RDC. Donc, des individualistes, vous savez, tôt ou tard, ils arrivent à se faire découvrir. On les a découverts et le peuple congolais connaît exactement qui ils sont.
Donc, si aujourd'hui ça disparaissait, Noël Tchani ne va pas verser des larmes. Bien au contraire. Et je pense que le peuple congolais serait sauvé. Mais je voudrais simplement exprimer ici ma déception, mes regrets. J'aurais souhaité sauver mon ami Martin Fayulu. C'est un ami, c'est un frère. Et je le connais depuis plusieurs années. Et c'est quelqu'un qui n'a pas été dans l'échelle des valeurs. Parce que dans ce groupe-là, il y a des gens qui font partie du problème réellement, qui ont géré, qui ont détourné des fonds publics, qui ont commis des crimes. Donc, il y a tout dans cette histoire-là. Mais Martin Fayulu, à ma connaissance, il n'a pas fait partie des choses horribles. Là. Il a encore les mains propres. Il a encore relativement les mains propres. Et je voudrais le sauver. Je voudrais inviter Martin Fayulu à revenir à la raison. Et moi, Noël Tchani, je vous promets, comme je vous avais dit quand on s'est rencontrés tout récemment, si vous êtes d'accord, Martin Fayulu, je vais pouvoir demander au président Félix-Antoine Tshisekedi que lui, vous et moi, si vous voulez inviter certains de vos coéquipiers, ils peuvent venir aussi, qu'on se rencontre, pas dans une conférence nationale, pas dans un dialogue national, mais qu'on se rencontre en privé, comme des compatriotes, qu'on essaye d'harmoniser nos vues, qu'on regarde dans l'avenir, qu'on regarde l'avenir de la même façon, qu'on trouve des solutions pour que nous puissions tous nous retrouver dans le même camp et qu'on commence à travailler ensemble pour le développement de la RDC. Pourquoi est-ce que je tiens à cela? Vous avez vu tout récemment une photo qui circule sur Internet, qui est assez significative, où les gens du Front commun sur le Congo sont en ligne, tous en ligne. Et il y a quelqu'un qui n'a pas manqué le sens d'humour, qui a mis à côté de cela donc, une ligne aussi donc, des moutons, et puis une ligne des gens du Front commun qui sont à Kingakati en train d'aller voir donc, leur autorité morale. Il n'est pas normal que d'un côté, on ait toute cette ligne de personnes-là, les gens qui ont géré ce pays pendant les 22 dernières années, qui ont détruit la République et qui ont échoué, mais ils se sont mis ensemble pour défendre leurs intérêts. Et de l'autre côté, ici, nous avons simplement Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe. Ce n'est pas normal. Et il faut bien, je demande au cash, de pouvoir comprendre une chose. Nous sommes dans une lutte où c'est la loi de nombre qui va triompher. Si on ne peut pas élargir les cœurs, le cercle, pour que, en plus de Félix Tshisekedi, président de la République, et de son directeur de cabinet Vital Kamerhe, si on ne peut pas aligner plusieurs personnes qui partagent la même vision et qui veulent le changement, vous êtes perdants. Je vais vous dire une chose. Il faut qu'on se mette ensemble le plus rapidement possible. Et pour cela, moi, je suis prêt à organiser une rencontre, amener Martin Fayulu, à rencontrer Félix-Antoine Tshisekedi. Et je suis en train de travailler avec quelques leaders religieux dont j'étais les noms parce que je n'ai pas la liberté de pouvoir les mentionner. Mais ils soutiennent donc cette initiative-là pour que nous puissions remettre l'opposition d'antan donc en ordre de bataille pour pouvoir avancer vers un avenir prometteur, mais surtout salvateur pour le peuple congolais. Vraiment. Alors, nous sommes déjà à la fin. Un dernier mot pour clôturer notre interview. Pour clôturer notre interview, je voudrais féliciter les léopards de la République démocratique du Congo. Malgré qu'ils ont échoué. Ils ont échoué, mais ils n'ont pas démérité. Les léopards ont délivré une bataille. Malheureusement, ils ne l'ont pas gagnée en dernier ressort, mais ils nous ont démontré une chose que j'ai toujours dite et qui s'applique aussi en politique. Ils nous ont démontré que l'impossible n'est pas congolais. Ils sont partis après échec dans les 2 premiers matchs pour gagner le 3e et se qualifier pour le 8e de finale. Et ils allaient même gagner ce 8e de finale, le match qu'ils ont livré le dimanche dernier. Ils allaient le gagner si l'arbitre ne constituait pas le 12e joueur de l'autre équipe. Donc, nous avons perdu, mais nous avons perdu avec honneur, avec dignité. Et je voudrais encore une fois de plus féliciter le staff technique, le coach Ibenge et toute la délégation congolaise qui a séjourné donc en Égypte et qui nous a donné ce spectacle digne donc de la RDC. Préparons-nous maintenant sérieusement pour les compétitions donc à venir et je pense que nous pourrons donc réussir. Merci. Ok, merci à vous, au docteur Noël Tchani Mwandianvita, d'avoir accepté notre invitation pour discuter un peu la situation de quelques sujets qui sont à la une de notre de la politique
ici dans notre pays. Et merci à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi. Merci. Et je vous fixe un autre rendez-vous avec un autre invité. À la prochaine, Inch'Allah.